Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour un webinaire. Je suis Ziad Mouatamri, professeur agrégé en pneumologie et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler du coronavirus et de l'asthme. Alors le monde est en train de faire face à une pandémie grave, d'une maladie grave qui nous surprend avec une extension très rapide, une mortalité très importante qui nous inquiète particulièrement pour nous et pour nos patients. L'asthme aussi est une pathologie très fréquente. On retrouve l'asthme chez 10% de la population, 7 à 8% des adultes, jusqu'à 15% des adolescents et des jeunes patients. Et donc, les patients asthmatiques sont exposés, comme tous les autres, à l'infection par du coronavirus. Alors, qu'en est-il par rapport à l'asthme? Y a-t-il un risque de surmortalité particulier chez ces patients-là? Et y a-t-il des précautions particulières à prendre par rapport à l'infection par le coronavirus? Pour commencer, je vais vous parler un tout petit peu du type de patient et de tableau clinique qu'on a avec le coronavirus. On sait maintenant qu'il y a 4 types de patients. Il y a à peu près le tiers qui présenteront une infection par le coronavirus, qui seront complètement asymptomatiques, qui acquéreront une immunité pour la maladie, mais qui seront contagieux dans la première partie de leur maladie. Il y a la plus grande proportion de patients, plus que 50% des patients, qui présenteront des signes cliniques légers, et qui vont vite être guéris de leur pathologie. Eux aussi, ils sont contagieux, mais il n'y aura pas de gravité particulière à la maladie. Une troisième proportion de patients, à peu près 10%, présenteront des signes cliniques graves qui nécessiteront une hospitalisation, de l'oxygène, mais sans passer par le service de réanimation. La dernière proportion, celle qui pose problème, c'est à peu près 4% de sujets qui présenteront un tableau d'SDRA, un recours à la ventilation mécanique, à l'intubation, séjour en réanimation, et c'est cette proportion de patients qui présentera le plus haut taux de mortalité et qui présente une gravité donc plus importante que les autres sujets. Donc ces 4 tableaux-là nous présentent une idée sur l'évolution du coronavirus. Une étude qui a été publiée en 13 mars 2018 nous présente quelques informations sur les patients qui ont présenté une pneumonie sur un groupe de 180 patients, un groupe de patients chinois. Et ce groupe-là présente quelques particularités cliniques qui nous ont permis de mieux connaître le tableau clinique des sujets avec pneumonie. Alors la fièvre était présente dans plus de 90% des cas. Il y avait une toux souvent sèche, mais parfois elle était productive également. Il y a des signes généraux à type d'altération d'état général, de myalgie. Et il y avait également sur le plan radiologique des infiltrats dans 95% des cas bilatéraux. Ça, c'est pour le volet radioclinique de la pathologie du syndrome de détresse respiratoire aiguë chez ces patients-là. Deuxième point intéressant, c'est que ça a permis de préciser quel type de comorbidité ont retrouvé ces patients-là. Dans la majorité des cas, c'est des comorbidités cardiovasculaires à type d'hypertension, d'insuffisance cardiaque, du diabète, des troubles endocriniens, et on a trouvé des pathologies respiratoires chroniques dans 2,5% des cas, ce qui est une proportion assez faible dans cette population. Alors quand on parle de pathologie respiratoire chronique, ce n'est pas que de l'asthme, c'est principalement de la BPCO, des dilatations de bronches et toute pathologie respiratoire chronique. Ces patients-là, donc, ne présentent des pathologies respiratoires que dans 2,5%. Alors si on regarde de plus près la mortalité, jusqu'au mois de février, on avait une mortalité tout venant à peu près de 2,3%. Comparativement à 0,1% de la grippe, c'était très élevé et c'était déjà des chiffres inquiétants. Quand on regarde la population de plus de 60 ans également, elle est de l'ordre de 1,4% pour la grippe et elle est de l'ordre de 6% dans les chiffres chinois. Ça, c'était jusqu'au mois de février. Ensuite, il y a eu l'apparition de la pandémie, la pandémie qui s'est propagée en Italie. Et là, on commence à avoir des chiffres beaucoup plus effrayants, beaucoup plus élevés, avec une mortalité qui dépasse les 10% dans la population italienne. On a également les chiffres de l'Espagne qui montrent une progression beaucoup plus rapide. Ça dépasse, ça double en moins d'une journée. Et donc, ça a augmenté de façon très rapide et exponentielle. Alors quand on regarde de plus près ces populations-là, on trouve que la mortalité est beaucoup plus importante chez les sujets de plus de 60 ans. Et ça atteint même des chiffres de 20% dans les sujets qui ont plus de 80 ans. Et donc un patient de plus de 80 ans sur 5, quand il sera infecté par le coronavirus, mourra par les complications dues à cette infection.
Et quand on sait que l'Italie est la population la plus âgée au monde, on comprend pourquoi on a des chiffres aussi élevés en Italie. Alors pourquoi je précise avec vous ces chiffres-là sur l'Italie, sur la mortalité, sur l'âge des patients? Parce que tout simplement, on est en train de parler d'une population relativement jeune pour l'asthme et qui n'est pas retrouvée chez les sujets âgés. Les sujets âgés, c'est plutôt d'autres pathologies respiratoires, comme par exemple la BPCO. Une autre étude s'est intéressée à la mortalité chez les patients décédés par le coronavirus et on trouve les pathologies cardiovasculaires dans 10%, le diabète dans 7%, les pathologies respiratoires chroniques 6%, pathologies respiratoires chroniques tout venant et pas que l'asthme, je le précise encore une fois. Alors l'asthmatique dans tout ça, est-il un facteur, est-il exposé plus que les autres? Son asthme présente-t-il un facteur de surmortalité? On va essayer d'y répondre avec les chiffres dont on dispose et avec les recommandations des sociétés savantes. Alors l'asthme dans tout ça, dans cette pandémie mondiale de coronavirus, les patients asthmatiques, comme tout le monde, sont exposés à l'infection par du coronavirus. Ce n'est pas la population qui présente des tableaux d'SDRA, ce n'est pas la population qui a une surmortalité, mais ils sont exposés à une infection respiratoire par des virus. Et le coronavirus peut être un de ces éléments-là, avec comme conséquence des crises d'asthme, des attaques d'asthme, avec une décompensation de la maladie de fond. Quand on regarde de plus près la pathologie de l'asthme, on trouve certaines particularités et on va essayer de les détailler ensemble. Première partie, juste pour rappel, la pathologie de l'asthme est parfaitement contrôlée par un recours à un traitement de fond. Et ce traitement de fond, il se base sur la corticothérapie inhalée. Plein de questions se posent sur cette corticothérapie inhalée et la pertinence de la maintenir, oui ou non. On va essayer d'y répondre tout de suite. Deuxième élément, quand on regarde ces patients-là, c'est que le traitement de l'asthme se fait par palier. On passe, en fonction du degré de contrôle de notre patient, d'un palier à l'autre. Et un palier particulier, c'est le palier 5, chez les patients qu'on n'arrive pas à contrôler par l'association de plusieurs médicaments et chez qui on arrive, en fin de compte, à utiliser la corticothérapie orale pour pouvoir contrôler les symptômes de l'asthme. Cette proportion-là de patients traités par le palier 5 et particulièrement par les corticoïdes par voie orale sont des sujets à risque et on verra ce qui est nécessaire pour ces sujets-là. Deuxième élément qu'on va regarder, c'est le degré de contrôle de l'asthme. On a des patients asthmatiques parfaitement contrôlés par leur traitement, ceux-là, ils ne posent pas de problème, mais par contre, les patients qui ne sont pas contrôlés et chez qui l'asthme est particulièrement symptomatique, ceux-là également posant un nombre de problèmes pour la prise en charge pendant cette période de pandémie. Alors pour répondre à ces questions-là, le 25 mars, la GINA, la société qui présente les recommandations pour la prise en charge de l'asthme, a ressorti une petite publication pour répondre aux interrogations des professionnels de santé. Parmi ces principales questions qui se posent, la question du traitement de fond. Est-ce qu'on doit maintenir ou pas la corticothérapie inhalée? Et la réponse est claire, bien sûr qu'il faut maintenir le traitement de fond. En aucun cas, on devra arrêter le traitement parce que d'abord, ça n'a pas d'impact sur l'immunité du sujet. Ensuite, ça permet de contrôler la maladie et d'affronter l'éventuelle infection avec une fonction respiratoire optimale. Donc, le traitement de fond est primordial, il doit être continué comme prescrit par le médecin traitant chez nos patients. Deuxième élément à relever, aussi important, c'est qu'à chaque fois qu'on peut initier une corticothérapie inhalée chez un patient, parce que tout simplement il était auparavant contrôlé par le recours au bêta-2 courte durée d'action simplement, et à l'occasion d'une consultation pour une petite exacerbation, s'il faut commencer la corticothérapie inhalée et l'initier actuellement, pourquoi pas, ce serait même recommandé pour avoir un contrôle optimal et une fonction respiratoire optimale, particulièrement dans cette période-là. Donc, la corticothérapie inhalée est indispensable, elle doit être maintenue et éventuellement initiée à chaque fois qu'on a des patients qui présentent des symptômes respiratoires et qui ne sont pas contrôlés totalement. Deuxième point par rapport au traitement de fond, c'est les patients du palier 5. Alors, les patients du palier 5 sont, dans la majorité des cas, et pour des raisons pharmaco-économiques et de disponibilité de médicaments,
Chez nous, ils sont sous corticothérapie orale. La corticothérapie orale, bien sûr, elle va baisser l'immunité de nos patients et les rendra particulièrement fragiles aux infections respiratoires. Là aussi, il ne faut pas arrêter ce traitement, en aucun cas. D'abord parce que l'arrêt de la corticothérapie orale ne devra jamais être fait de façon brutale. Et deuxièmement, parce que c'est le seul moyen qui nous permet de contrôler l'asthme. Alors si on avait des options thérapeutiques à utiliser, ça serait parfait, mais autrement, la corticothérapie orale doit être maintenue à la dose la plus faible possible pour pouvoir contrôler les symptômes de notre maladie. Deuxième point relevé par la GINA, c'est le traitement de la crise. En traitement de la crise, il y a certaines particularités. D'abord, si notre patient a un plan d'action prescrit par son médecin, bien établi, et en cas de crise, actuellement, les recommandations, c'est d'avoir recours au bêta-2 courdiodaction ou au formoterol et d'associer une corticothérapie inhalée pour la gestion de la crise simple, légère. Dès que ça devient beaucoup plus important, plus sérieux, le patient aura parfois comme prescription d'utiliser la corticothérapie orale. Il ne faut pas hésiter à le faire et il faut suivre le plan prescrit par le médecin traitant. Deuxième point, quand le patient nous consulte aux urgences, faut-il oui ou non prescrire la corticothérapie par voie systémique? Oui, bien sûr, parce que c'est un patient qui présente une crise. La crise peut être mortelle dans les heures, pas l'infection respiratoire par le coronavirus, et donc il faut traiter correctement cette crise et prescrire tous les médicaments nécessaires et principalement la corticothérapie par voie systémique. En aucun cas, il faut hésiter à le faire. Deuxième point important pour la gestion des crises, et là c'est un élément nouveau, c'est les aérosols. Les aérosols étaient principalement un des principaux éléments qu'on utilisait pour la gestion des crises. Par contre, actuellement, et partant du fait qu'on considère chaque patient porteur du coronavirus jusqu'à preuve du contraire, notre patient, quand il va nous consulter et chez qui on va prescrire un aérosol, est une source de contamination. Avec l'aérosol, il y a la petite cupule qui contient le médicament, mais il y a également les sécrétions du patient qui se déposent dedans. Et donc le fait d'utiliser l'aérosol va être une source de contamination de l'atmosphère dans laquelle on prodigue les soins, une source de contamination pour les médecins, pour le personnel soignant, pour les éventuels autres patients ou les accompagnants. Donc les aérosols, c'est une source de contamination potentielle et il faudra éviter de les prescrire autant que possible. La solution, c'est d'avoir recours au spray de bêta-2 courte durée d'action avec une chambre d'inhalation. Plusieurs pulvérisations, plusieurs bouffées dans la chambre d'inhalation, le patient respire dans cette chambre d'inhalation et ça permettra d'éviter le recours aux aérosols et de respirer et d'inhaler une quantité suffisante de bêta-2 courte durée d'action pour gérer la crise. Bien sûr, la chambre d'inhalation doit être à utilisation individuelle. Chaque patient utilisera sa propre chambre, là également pour éviter le problème de contamination par les sécrétions de notre patient. Dernier point, pendant la crise, pendant la gestion de la crise, que ce soit à domicile ou en milieu hospitalier, le traitement de fond à base de corticoïdes plus ou moins bêta-2 longue durée d'action ne devrait pas être arrêté en aucun cas et il doit être poursuivi régulièrement comme prescrit initialement. Deux derniers points relevés par la GINA. Le premier est par rapport à la rhinite. Le traitement par les corticoïdes locaux doit être poursuivi. Il ne doit pas être interrompu, il n'y a pas de risque supplémentaire avec ça. Et le dernier point, c'est la pratique de spirométrie. En aucun cas, nos patients ne doivent faire une spirométrie, que ce soit pour surveiller ou pour faire le diagnostic d'un nouveau patient, parce que c'est une source de contamination éventuelle et donc à ne pas réaliser. La seule situation où on fera une spirométrie, ce sera les urgences chirurgicales et où on a besoin d'évaluer la fonction respiratoire de notre patient. Et dans ce cas-là, le circuit doit être stérilisé comme si notre patient était éventuellement infecté. En conclusion, l'asthme ne présente pas un facteur de surmortalité par le coronavirus. Ce n'est pas un facteur de gravité. Par contre, certaines recommandations sont importantes à retenir. Premièrement, le traitement de fond ne doit pas être interrompu, notamment la corticothérapie inhalée. Et même la corticothérapie orale doit être maintenue si on a besoin comme traitement de fond à la dose la plus faible possible. Deuxième point important, les aérosols sont à éviter au maximum.
Troisième point, c'est la spirométrie qui doit être évitée autant que possible. Par contre, 3 types de patients sont à surveiller de façon stricte. C'est les patients qui présentent un asthme traité par un palier 5 et notamment la corticothérapie orale, les patients qui ont des antécédents de séjour en réanimation, d'intubation et d'asthme aigu grave, et les patients qui présentent un asthme non contrôlé. Cela nécessite une prise en charge particulière et une éviction stricte et un confinement strict pendant cette période-là. Donc pour conclure, je vous remercie pour votre attention. Faites attention à vous. Je suis à votre disposition. Il y a mon mail qui est présent sur la dernière plaque. Vous pouvez m'envoyer vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre et à une prochaine occasion. Merci pour tout.